Ceci est un livre audio autogénéré par Google. EUROPEMAGHREB. Collection dirigée par Michel Kitou. La collection Europe-Maghreb est une collection pluridisciplinaire, ouverte à la communauté scientifique. Elle se veut un lien privilégié de rencontres intellectuelles et d'échanges interculturels euro-maghrébins. Elle entend s'attacher à la compréhension des sociétés et des cultures des deux rives de la Méditerranée occidentale. À travers les outils et les disciplines qu'offre la science moderne, les chercheurs sauront explorer les multiples facettes de ce creuset des civilisations et des cultures dans un souci d'objectivité et de scientificité. Les approches sont ouvertes non seulement sur les leçons du passé et les expériences du présent, mais également sur les enjeux prospectifs du nouveau millénaire. Déjà paru. Ahmed Ghoutati, Processus de Bologne et enseignement supérieur au Maghreb, 2011. Ahmed Ghoutati, École et imaginaire dans l'Algérie coloniale, 2009. Michel Kitou Éditions, Une ville, une œuvre. Anthologie de nouvelles sur les villes du Maroc, 2009. Michel Kitou et Julia Sevilla Munoz Éditions, Traductologie, Proverbes et Figements, 2009. Michel Kitou, Paysages linguistiques et enseignement des langues au Maghreb des origines à nos jours, 2007. Michel Kitou, Bouquet de proverbes libyens. Traduit et commenté, 2007. Omran Mohamed Bourwais, Chronique d'une pendaison mémorable. Omar al-Mokhtar et la résistance libyenne à l'Italie coloniale. Traduction de Michel Kitou et Ali Choudi, 2007. El Mostafa Chadli, Conte populaire de Maknassa, 2006. Michel Kitou Éditions, Proverbes et énoncés sentencieux, 2002. À la mémoire de mes parents. Les universités sont en vérité responsables. Mais nous, dans l'enseignement supérieur, avons besoin d'avoir l'initiative de la définition de ce dont nous sommes responsables. On nous demande de fournir des statistiques d'admission et d'achèvement, des résultats de tests standardisés destinés à mesurer la valeur ajoutée des années d'université, le montant des recettes tirées de la recherche, le nombre de publications des enseignants. Ces mesures sont certainement utiles, mais nos objectifs sont beaucoup plus ambitieux et par conséquent notre responsabilité plus difficile à expliquer. L'essence de l'université est qu'elle est responsable envers le passé et l'avenir d'une manière qui doit entrer en conflit avec les demandes du moment. Nos engagements sont intemporels, et nous sommes mal à l'aise pour les justifier en termes instrumentaux. Nous les poursuivons pour eux-mêmes, parce qu'ils définissent ce qui au cours des siècles nous a fait humains, non parce qu'ils peuvent accroître notre compétitivité internationale, et ces investissements ont des rendements que nous ne pouvons ni prédire ni mesurer. Les universités, par nature, nourrissent une culture de turbulence et même d'indiscipline. Il n'est pas facile de convaincre une nation ou le monde de respecter, encore moins de financer, des institutions dont la vocation est de défier les postulats fondamentaux de la société. Harvard maintiendra, j'en suis sûr, les traditions de liberté académique et de tolérance envers l'hérésie. Discours inaugural de Madame le professeur Faust, Université de Harvard, 12 octobre 2007. Sigle et ABREVIATIONS. ACGS, Accord général sur le commerce des services. ARS, Agence pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. ANR, Agence nationale de la recherche. ARESER, Association de réflexion sur les enseignements supérieurs et la recherche, Paris. AUF, Agence universitaire francophone. CAPES, Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire. CNCPRST, Centre national de la coordination et de la planification de la CNRSE, Commission nationale pour la réforme du système éducatif, Algérie, Recherche scientifique et technique, Maroc. COSEF, Commission spéciale Education Formation, Maroc. CPU, Conférence des présidents d'université. DA, Dinar algérien. DEA, Diplôme d'études approfondies, actuel Master Recherche Bac+5. D, Diplôme d'études supérieures. DESA, Diplôme d'études supérieures appliquées. DESS, Diplôme d'études supérieures spécialisées, actuel Master professionnel Bac+5.
DH dirham Maroc. DT dinar tunisien. EAD, enseignement assisté à distance. FLN, Front de libération nationale. FMI, Fonds monétaire international. FOAD, formation ouverte à distance. GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. HDR, habilitation à diriger les recherches. HEC, hautes études commerciales. MA, maître assistant. MC, maître de conférence. MENESFCRS, Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, Rabat. MES, Ministère de l'Enseignement supérieur, Tunis. MESRS, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Alger. NMP, Nouveau management public. OMC, Organisation mondiale du commerce. OST, Observatoire des sciences et techniques. PA, Plan d'ajustement structurel. PIB, Produit intérieur brut. Professeur. Prague, professeur agrégé de l'enseignement secondaire. UE, Union européenne. UGTA, Union générale des travailleurs algériens. UGET, Union générale des étudiants tunisiens. UNEA, Union nationale des étudiants algériens. UNEM, Union nationale des étudiants marocains. R&D, Recherche et développement. TIS, Technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement. UNIMED, Union des universités de la Méditerranée. Lexique. Al-Muqaddima, Prolégomène, Introduction, titre d'un ouvrage d'Ibn Khaldoun. Alim, pluriel ouléma ou uléma, savant S. Alimia, titre universitaire de Alim. Maya, allégeance d'Aïr, décret. Ijasa ou Ijaza, licence, permission d'enseigner. Kassa, élite, privilégié, les. Kouteb ou Koutab, école coranique élémentaire. Médersa, école collège urbain secondaire. Nada, Renaissance. Tassil, diplôme de fin d'études secondaires. Talib, pluriel Toulab, étudiant S ou élève S. Waqf, bien de main morte, bien à bout. Zaouia, centre de confrérie religieuse, école religieuse rurale, secondaire supérieure. Avant-propos. Dans le cadre du master Relations euro-méditerranéennes, monde maghrébin, ouvert par l'IME Université de Paris 8, j'ai proposé et animé un séminaire intitulé Education, économie et société au Maghreb. Ce séminaire reposait entre autres sur la problématique des rapports entre État et société, vue à travers les réformes éducatives dans 3 pays du Maghreb, à savoir l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. L'hypothèse défendue dans ce séminaire, et soutenue également tout le long de cet ouvrage, est que les États ayant une histoire très récente par rapport à celle de l'université, ont toujours voulu encadrer l'autonomie universitaire et plus généralement, instrumentaliser les systèmes d'enseignement supérieur pour des finalités économiques et politiques de court terme. Voulant donner également une dimension empirique à ce séminaire, et poursuivre la réflexion commencée avec les étudiants, je me suis impliqué dans le montage d'un projet d'action intégré PHC Tassili 2008 à 2011 dans le cadre de la coopération universitaire franco-algérienne. De plus, pour améliorer mon dossier en vue d'une HDR, je me suis proposé de mener à terme une étude comparée avec l'objectif de donner un certain aperçu sur l'état des enseignements supérieurs maghrébins après l'élargissement du processus de Bologne au Maghreb. Cependant, une autre raison, plus subjective, a été un moteur non négligeable dans cette démarche. Venant du monde de l'industrie, j'ai toujours eu tendance à idéaliser l'université, son histoire, ses valeurs et sa communauté. De ce point de vue, j'ai mis un moment pour comprendre pourquoi certains responsables, universitaires, se sont mis d'une certaine façon au service des réformes de l'enseignement supérieur menées par le gouvernement. C'est le cas, me semble-t-il, d'un certain courant du Centre de sociologie des organisations, CSO Paris. Par exemple, la revue des secrétaires généraux numéro 13 septembre 2004 qualifie Erhard Friedberg d'anticonformiste suite à ses prises de position lors d'une conférence donnée à l'université de Lille 1 sur les réformes projetées à l'époque par le pouvoir.
le directeur du CSO, où sont menées entre autres les recherches sur l'évolution de l'enseignement supérieur, a exposé un point de vue non conformiste et quelques propositions à l'allure de provocation. Dans le compte-rendu proposé par cette revue, Opsite, pages 17 à 18, Friedberg estime qu'il faut transformer radicalement les universités en les dotant d'un statut de fondation de droit privé et améliorer leur gestion en renforçant les administrations au moyen d'une professionnalisation du gouvernement des universités. En outre, le statut d'enseignant-chercheur doit être remis en cause au profit d'une séparation des activités d'enseignement et de recherche et surtout d'une contractualisation entre l'enseignant ou le chercheur et son établissement et non plus avec l'État. Ce qui implique la mise en place d'un quasi-marché des enseignants et des chercheurs évalués, qui doivent négocier les salaires, les conditions de travail, etc. Enfin, il préconise d'instaurer une mobilité obligatoire et instituer une agence de moyens au niveau européen, et des fondations au niveau national pour financer la recherche. Compte tenu de l'actualité politique, on ne sait plus si c'est le directeur du CSO ou un représentant de la Commission européenne et de l'OCDE qui propose. Actuellement, la plupart de ces propositions sont mises en application dans le cadre du processus de Bologne, sans négociation ni prise en compte des avis des enseignants-chercheurs, des usagers et des personnels. Dans ma vision subjective, héritée en bonne partie des années 1960 et 1970, l'institution universitaire ne peut pas être ramenée à un angle particulier de la régulation marchande. Aujourd'hui, les conditions politiques étant ce qu'elles sont, s'il est nécessaire que ma vision soit moins idéaliste, mon rapport à l'université reste marqué par l'expérience de la liberté de critique et le rêve qu'elle m'a toujours procuré. Néanmoins, si on doit considérer l'exemple de ce courant du CSO comme le révélateur d'une accumulation de dangers politiques et idéologiques qui menacent les valeurs historiques de l'enseignement supérieur en général et de l'université en particulier, la question se pose de savoir si la vie des valeurs universitaires ne dépend pas aussi de leur respect au quotidien par les universitaires d'abord, qu'ils soient responsables ou non dans l'institution. De ce point de vue, il me semble qu'il n'y a pas que les manœuvres de certains pouvoirs politiques et économiques qui menacent l'existence des valeurs universitaires et de la collégialité. Voulant attirer l'attention sur la gravité des transformations et dysfonctionnements que connaît l'université et susciter un débat de fond, Xavier Dunza a été jusqu'à démissionner de son poste de maître de conférences en sociologie à Lily en septembre 2007. Aujourd'hui, non seulement ce débat n'a pas eu lieu au niveau de toutes les universités, mais sa position a même été qualifiée de populiste par certains collègues, confrères. Murat 2008, 2. Les mouvements 3 de grève et de protestation observés, de 2007 à 2009, dans de nombreuses institutions d'enseignement supérieur françaises montrent que les intérêts étroitement catégoriels et individuels peuvent aussi nuire à la qualité des réponses à apporter collectivement. Par exemple, face aux remises en cause du modèle collégial de gestion universitaire par la loi LRU et ses décrets d'application, certains collègues des universités les mieux dotées et ceux du secteur sélectif en particulier n'ont pas été réellement solidaires du mouvement de protestation ayant duré de nombreux mois. L'hypothèse la plus probable politiquement est que le pouvoir semble avoir bien divisé 4, entre autres par la généralisation de la compétition entre les universités et au sein de chaque université ou grande école, entre les collègues, par le recours à la bibliométrie et les financements par l'ANR5, etc., pour que pratiquement tous ces projets de loi et décrets soient passés sans grande résistance dans certains secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. En outre, la mise en application de ces réformes s'est appuyée sur divers groupes ayant trouvé leur intérêt. Ainsi, selon Christian de Montlibert, progressivement, un cercle d'experts et de conseillers s'est constitué qui entend bien, grâce aux réformes, se maintenir dans la proximité du pouvoir politico-étatique. Ce premier cercle est en relation continue avec le second cercle de pouvoir constitué aujourd'hui par les présidents d'universités. Ces élus sont devenus de plus en plus des technocrates investis dans leurs fonctions, soucieux de leur autorité, sensibles aux avantages de leur nouveau mode de vie. Aussi comprend-on qu'ils soutiennent des réformes qui soit leur permettraient d'accéder au cercle plus restreint des conseillers, soit assureraient une continuité et un élargissement de leur pouvoir. Le plus étonnant peut-être est que ces transformations ne suscitent pas plus de résistance chez les universitaires,
2004 sur 115-116. Dans un contexte de division, conscient que les universitaires, membres ou non d'associations et ou collectifs, SLU6, SLR, ARESER7, etc., doivent aussi se constituer en force de proposition, des enseignants-chercheurs et des chercheurs ont pris l'initiative par exemple de verser au débat public un manifeste pour refonder l'université française en la replaçant au centre de l'enseignement supérieur. Beau et al. 2009. Dans sa contribution, Vinocure, 2009, considère que, même dans l'hypothèse d'un recul du gouvernement devant les revendications portées par les enseignants-chercheurs et les étudiants, il faudrait aussi penser à une réforme du mode de financement des études supérieures. Dans cette perspective, elle avance plusieurs propositions concrètes. Ces quelques exemples de positionnement public, à la suite de beaucoup d'autres, ARESER, 1997 et 2007, États généraux de la recherche, etc., ouvrent des perspectives et peuvent, bien au-delà des universités françaises et européennes, nourrir un débat nécessairement international et de nature scientifique et politique sur l'avenir de l'enseignement et de la recherche confrontés partout au même processus de la globalisation. Participer à ce débat, en proposant des éléments d'analyse relatifs à la situation de l'enseignement supérieur et de la recherche au Maghreb, est l'un des modestes objectifs de ce travail. Introduction. Dans la théorie de l'État et des sciences élaborée par Ibn Khaldoun au XIVe siècle, l'enseignement est un art dont la qualité dépend du développement de la civilisation, de la culture et du luxe dans les cités où l'art est un superflu. Là où les produits du travail dépassent les besoins, l'excédent disponible est employé à des activités autres que celles de simple subsistance. Al-Muqaddimah, tome 2, page 896. Selon lui, les richesses matérielles, spirituelles et techniques sont les principaux indicateurs d'une civilisation des villes en essor. Dans ces conditions, l'enseignement permet aux habitants de s'adonner aux sciences, de se poser des problèmes et d'inventer de nouvelles spécialités, ibidem. En outre, l'enseignement a également pour fonction la reproduction de l'élite dirigeante. Citant l'exemple de l'Égypte sous le premier règne des Mamelouks, 1250 à 1382, Ibn Khaldoun observait que les émirs turcs redoutaient l'avenir de leurs descendants. Ils bâtirent donc un grand nombre de collèges, de couvents et de monastères et les dotèrent de fondations pieuses, waqf, d'un bon rapport. Ils décidèrent aussi que leurs enfants en profiteraient, notamment comme administrateurs. Telle était leur intention, en plus de leur désir d'accomplir une bonne action et d'en être un jour récompensés. En conséquence, les biens de main morte, waqf, et leurs revenus se multiplièrent. Les maîtres et les étudiants en firent autant, à cause des traitements attachés à ces organismes. Aussi y venait-on, d'Irak et du Maghreb, pour y faire ses études. Les marchés du savoir y étaient très fréquentés, et l'océan des connaissances coulait à plein bord. Page 897. Les fondations waqf ou abou, relevant de ce que nous nommons aujourd'hui la société civile, ou ce qui échappe en partie au contrôle de l'État, sont très anciennes dans le monde musulman en général et au Maghreb en particulier, Emrit 1954, le Zankoy 1995. Au début de l'ère islamique, note le Zankoy, il était de principe que la transmission de la connaissance parce qu'elle était au service de Dieu, devait être gratuite, et que les ulémas qui l'assuraient devaient gagner leur vie par d'autres moyens. Ils étaient d'autant plus respectés qu'ils demeuraient indépendants du pouvoir, page 526. C'est la création des fondations waqf qui a permis d'assurer un revenu aux enseignants et de faire de l'enseignement un métier. Sur le plan structurel, c'est également ce type de fondation, selon certaines sources 8, qui a donné naissance à la mosquée université Qarawiyyin de Fès au IXe siècle sous le règne de la dynastie des Idrissides, 789 à 985. Avant la période coloniale, en vertu d'une division des pouvoirs entre l'État, de type segmentaire, s'accommodant de pouvoirs locaux importants et la société, ces fondations géraient l'éducation religieuse et l'enseignement supérieur neuf. Sous le régime colonial et du protectorat, 1830 à 1962, les fondations ont permis à tous les pays maghrébins de conserver, partiellement du moins 10, leur enseignement traditionnel, notamment celui dispensé dans des écoles coraniques, des zaouïas, des médersas et des universités musulmanes. Cependant, au contact de puissances industrialisées,
en particulier dans le cadre d'un nouveau partage économique et politique du monde, les États maghrébins vont initier des réformes éducatives à la fois exogènes et visant davantage la réforme de l'État et de l'administration. Ainsi, peu après la colonisation de l'Algérie au début du XIXe siècle, la Régence de Tunis par exemple entreprit la modernisation de son administration et de son armée, pour des objectifs institutionnels, en imitant la politique napoléonienne, notamment par la création d'une école polytechnique. Cette réforme s'inscrivait aussi dans un vaste mouvement politique dit de la Nahda, renaissance commune à tout le monde arabo-musulman de l'époque, 19e et 20e siècle, et qui se caractérisait par un mouvement de modernisation et de sécularisation, Chenoufi 1975, Galioun 1994. Cependant, cette première réforme éducative du bey de Tunis n'en avait pas moins limité une des voies principales de mobilité sociale des étudiants de la vieille université Izi Zitouna. Dans un Maroc sous protectorat français, 1912 à 1956, les réformes éducatives entreprises depuis le début du XXe siècle avaient abouti grâce à un réseau d'institutions nouvelles et investies par la bourgeoisie urbaine, à déconnecter l'accès aux plus hautes fonctions étatiques de toute allégeance traditionnelle aux oulémas de la Karaouiyine, Vermeeren, 2000. Réformées sous la contrainte, les universités Karaouiyine et Izi Zitouna étaient devenues contrôlables par l'État grâce à 1. La salarisation et l'évaluation des enseignants. 2. L'alignement des contenus d'enseignement sur les programmes dits modernes. Faute de débouchés, la Karaouiyine était même délaissée par sa clientèle originelle ou habituelle, de l'élite urbaine de Fès, et donc fortement investie par les ruraux, Vermeeren, Opsic. C'est pourquoi, après les indépendances, en 1956 pour le Maroc et la Tunisie, il devenait relativement aisé politiquement pour les nouveaux pouvoirs nationaux de nationaliser l'enseignement traditionnel, afin de renforcer le secteur d'État et de dissoudre cet enseignement sous la forme de facultés de théologie par exemple. À travers les cas tunisiens et marocains, on peut formuler l'hypothèse suivante. Outre une intégration au capitalisme mondial, le protectorat a au moins favorisé la prise du pouvoir éducatif de l'État sur la société. Ce qui s'est traduit par une opération de dépossession politique et culturelle. 1. Déposséder la société du pouvoir d'intervention qu'elle avait dans l'éducation 11, et l'enseignement, en récupérant ce qui relevait des biens WAQF. 2. Déposséder aussi certaines couches sociales d'une mobilité sociale et économique, que leur permettait un enseignement supérieur traditionnel. Cette double dépossession revenait également à éliminer de potentiels prétendants au contrôle des centres de décision et du pouvoir. Certes, dans les années 1960 et 1970, les bases des systèmes d'enseignement hérités de la période coloniale ont toutes connu un important élargissement en termes de structure et d'encadrement. Cependant, dans les 3 pays du Maghreb, cet élargissement n'a concerné pratiquement que les grandes villes, profitant à une petite bourgeoisie citadine, assurant ainsi une certaine reproduction des inégalités sociales. Pratiquement, il faut attendre les années 1980 et 1990, sous la pression démographique et l'explosion de la demande en formation supérieure, pour que se diversifie l'accès à l'enseignement supérieur en général et à l'université en particulier. Mais partout le secteur sélectif est resté à l'abri de l'arrivée des classes populaires et de l'extension de l'arabisation notamment dans les filières de sciences humaines et sociales. Autrement dit, c'est l'université qui a connu et qui subit encore le plus les effets de la massification et de graves dysfonctionnements, y compris linguistiques, malgré une multiplication et une régionalisation sans précédent de l'offre de formation. C'est donc au moment même où l'université est mise en très grande difficulté que les responsables politiques, au début des années 2000, ont décidé d'introduire des dispositifs relevant du processus de Bologne. Réforme LMD, New Management Public, assurance qualité, évaluation de la recherche, etc. Les buts déclarés sont de mettre aux normes européennes les systèmes d'enseignement supérieur, améliorer la gouvernance, s'ouvrir à l'international, individualiser les parcours, former en fonction du marché local de travail, réguler les flux d'étudiants, etc.
Le problème est qu'aucun ministère n'a vraiment demandé les avis des communautés universitaires, et encore moins associé les universitaires, les usagers et les personnels en général. De sorte que, comme les précédentes réformes, celle-ci a été introduite dans une certaine opacité et surtout sans le moindre bilan ou évaluation de l'existant. Se pose alors la question. La mise à niveau actuelle des systèmes d'enseignement sous contrôle politique et en partie financier de la Commission européenne, telle qu'explicitée par les textes et les réformes introduites, redonne-t-elle plus d'autonomie aux communautés universitaires de manière générale ? Notre hypothèse est qu'à travers l'élargissement du processus de Bologne, les responsables de la Commission européenne, après avoir institutionnalisé le processus et pris un certain pouvoir éducatif, Crochet 2006 et Garcia 2008, sur les États nationaux 12 européens, cherchent à 1. Généraliser les standards très éducatifs, UE, sous une apparence technique et managériale. 2. Répondre à des besoins urgents en THQ, formés selon les mêmes standards internationaux, pour des firmes multinationales et des capitaux mobiles, notamment en agissant sur les systèmes de formation sans participer directement au financement de la formation. 3. Inscrire les pays du Maghreb dans la division internationale du travail, notamment en attribuant un rôle d'intermédiaire entre l'Europe et le Maghreb, au système d'enseignement supérieur pour capter une partie de la demande africaine en formation supérieure. 4. Participer à l'élaboration des orientations politiques et ou idéologiques pour les systèmes d'enseignement supérieur, par l'intermédiaire de dirigeants maghrébins à court de projet. Ce qui peut se traduire par une autonomie scientifique encore plus réduite, un contrôle administratif et politique accru sur les activités d'enseignement et de recherche, une gestion peu collégiale et une plus grande dépendance de l'enseignement supérieur des pouvoirs politiques et économiques. Le Maghreb 14 géopolitique dont l'enseignement supérieur est l'objet de ce travail est réduit aux 3 pays à propos desquels l'information circule malgré les obstacles de toute nature: Algérie, Maroc et Tunisie. Ces 3 pays ont eu aussi en commun une appartenance à une même ère d'influence coloniale de près de 50 ans. Enfin, une autre raison à cette limitation géopolitique est qu'il s'agit d'un espace doté d'une vieille histoire de l'enseignement supérieur formel. C'est en effet en Tunisie et au Maroc que l'on trouve des institutions parmi les plus vieilles universités du pourtour méditerranéen. Dans le cadre de ce travail, l'enseignement supérieur est défini comme un système composé d'éléments en interaction permanente. C'est aussi un ensemble d'institutions ayant une longue histoire, relevant actuellement du domaine public ou de l'État, et dont l'existence dépend d'une politique éducative. Cette dernière est, en théorie, définie collectivement et explicitée dans des textes de loi 15. Elle est sous-tendue par des finalités de plusieurs natures, politiques, économiques, culturelles et pédagogiques, qui éclairent les actions mises en place, délimitent les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires. La composante universitaire, dans l'ensemble de l'enseignement supérieur, est celle qui se caractérise au moins sur le principe par une autonomie scientifique, pédagogique et politique. Cette caractéristique a toujours posé et pose encore des problèmes politiques, notamment dans les rapports État-université. Au Maghreb, bien qu'extrêmement surveillée, cette autonomie est encore manifeste par exemple dans diverses publications de différentes natures permettant à certains universitaires de participer, même modestement, à la production scientifique internationale. Mais de manière générale, sous la pression des contextes politiques, national et international, cette autonomie est de plus en plus réduite. Au même titre que les autres niveaux d'enseignement public, l'enseignement supérieur a plusieurs fonctions. 1. Une fonction d'unification idéologique, culturelle et politique. 2. Une fonction de reproduction des élites. C'est cette dernière fonction qui fait de la politique éducative un objet de tension et de conflit politique, en particulier dans les phases de crise et ou de changement socio-économique. Or, depuis les indépendances politiques commencées vers la fin des années 1950, les sociétés du Maghreb ont connu d'importants changements que l'on peut formaliser à travers 3 grandes périodes. 1. Une période développementaliste 16, qui va des premières années d'indépendance, 1956 pour le Maroc et la Tunisie et 1962 pour l'Algérie, jusqu'à la fin des années 1970. 2. Une période libérale 17,
qui commence au début des années 1980 et qui culmine à la fin des années 1990. 3. Une période d'insertion dans le processus de la globalisation libérale, qui a commencé au début des années 2000. La globalisation de l'enseignement supérieur relevant de cette troisième période, si elle amène effectivement un changement de forme, ne serait-ce que dans la terminologie et le mode de gouvernance, très administratif et proche du modèle économique des entreprises privées, les pouvoirs politiques en place semblent l'utiliser à leur profit politique pour poursuivre une même logique de dépossession. Dans la mise en œuvre par exemple de la réforme LMD, il n'y a pas eu de débat politique ni d'ouverture sur la communauté universitaire. Hormis certains comités de pilotage, très étatiques, de la réforme LMD, tout a été fait par et pour les objectifs des ministères d'enseignement supérieur. C'est la permanence de cette logique des pouvoirs qui nous semble expliquer les positions plutôt critiques relevées chez les enseignants et enseignants-chercheurs enquêtés. Ce travail est structuré en 5 chapitres. Après une définition de la position du problème, nous précisons les fondements et les modalités de l'intégration de l'enseignement supérieur maghrébin dans le processus de Bologne. Ensuite, nous présentons l'enseignement supérieur des 3 pays, c'est-à-dire l'historique, les orientations, les tendances de fond et les principaux résultats qualitatifs et chiffrés pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Enfin, le dernier chapitre est consacré à l'enquête exploratoire de terrain menée par questionnaire, N = 125, entre novembre 2007 et mai 2008. Centrée principalement sur les enseignants et les enseignants-chercheurs, et bien que limitée du point de vue statistique, cette enquête donne un regard très différent de celui promu par les institutions et constitue une base empirique de formulation d'hypothèses explicatives. Sur le plan méthodologique, ce travail s'appuie principalement sur une méthode historique pour dégager les fondements des systèmes d'enseignement supérieur, une méthode statistique pour donner un aperçu quantitatif et descriptif et enfin, une observation indirecte par questionnaire auprès d'enseignants et d'enseignants-chercheurs des 3 pays. Imposition du PROBLEME. Le processus de Bologne au Maghreb. Vers une intégration économique et politique après une adhésion à l'économie de marché. Les systèmes d'enseignement supérieur maghrébins ne participent plus à l'entretien de l'aspiration, caractéristique des années 1960 et 1970, d'appropriation de la modernité pour être comme eux. Les pouvoirs publics, en partie responsables de cette aspiration depuis les premières années d'indépendance politique, usent encore d'un vocabulaire développementaliste comme d'une promesse sociale qui ne pourra jamais être tenue. En effet, depuis plus de 2 décennies, l'essentiel des programmes étatiques consiste en une adaptation de plus en plus poussée à l'économie de marché, c'est-à-dire une fourniture des meilleures conditions politiques, administratives, sociales et économiques favorables aux affaires et à l'expansion des profits des firmes multinationales via l'investissement direct étranger, ID 18. Dans ce cadre, le rôle des systèmes d'enseignement est redéfini 19, non plus en fonction de projets de société singuliers, dont les États seraient les porteurs et ou les régulateurs, mais selon des impératifs économiques internationaux 20. Ainsi, l'élargissement du processus de Bologne au système d'enseignement supérieur maghrébin nous semble s'intégrer dans un processus économique plus large, pas accord séparé avec l'UE, adhésion à l'OMC, etc., répondant à de tels impératifs. Mais il s'intègre aussi dans une logique des pouvoirs locaux, non démocratiques, qui est d'instrumentaliser politiquement les systèmes d'enseignement supérieur dans un procès de domination. À l'intégration du Maghreb dans la NDIT, mais avec un rôle traditionnel. Contrairement aux pays de l'UE, les 3 pays maghrébins ont eu chacun un pas, Maroc à partir de 1983, Tunisie dès 1986 et Algérie à partir de 1994, obligeant les pouvoirs en place à opérer des réductions extrêmement sévères dans l'investissement public, notamment dans les domaines sociaux et éducatifs. Ce qui s'est traduit le plus souvent par des émeutes sanglantes. Mais en plus des drames humains engendrés par les pas, il s'agit d'une véritable mise sous tutelle de la vie économique de ces pays et un renforcement de leur intégration dans la nouvelle division internationale du travail, NDIT, via l'adhésion à l'OMC et les accords séparés avec l'UE. Dans cette NDIT, les pays industrialisés retiennent sur leur territoire,
La recherche fondamentale, les principales activités de recherche-développement, R&D, et les secteurs industriels utilisant des technologies de pointe, des travailleurs hautement qualifiés, THQ, et bénéficiant de sites ou pôles d'excellence pour entreprises et universités et ou laboratoires de recherche. En 2003, Vinocure relevait que dans le cadre d'une stratégie de conquête de nouveaux débouchés, les pays développés concentrent déjà 90% d'une recherche de plus en plus coûteuse, donc hors de portée pour beaucoup de pays. 2003 à 34. Cette rétention des activités de recherche au centre s'inscrit dans une stratégie de guerre économique, dans laquelle l'enseignement supérieur et la recherche, orientés vers un partenariat avec le secteur privé, peuvent générer des brevets. À l'inverse, dans les pays périphériques, en raison du très faible coût du travail, c'est dans l'attractivité des industries de main-d'œuvre routinisée qu'est recherché l'avantage comparatif. L'instruction de masse est d'autant moins un enjeu économique pour les capitaux que le travail des enfants est mobilisé. L'enseignement supérieur long est principalement l'objet de stratégies d'émigration, alors que se développent les écoles supérieures courtes destinées à former les cadres intermédiaires et sédentaires du capital, en particulier dans les domaines de la gestion. Ibidem, page 37. Dans une autre analyse, Vinocure, 2003b, établit un lien de cause à effet entre les besoins des économies dominantes et les orientations des systèmes éducatifs. Examinant plus particulièrement les doctrines économiques dominantes entre les années 1950 et 1980, elle dégage trois grandes phases correspondant à trois représentations dominantes des rapports entre éducation et économie. Ces trois phases sont proposées sous forme de trois métaphores. 1. L'industriel, correspondant à l'époque où il fallait produire en masse une main-d'œuvre qualifiée. Le sportif, correspondant à l'introduction d'une compétition entre les prétendants à la qualification, pour freiner la demande en éducation et en qualification. 3. Enfin la bourse, symbole d'un nouveau régime d'accumulation du capital, correspondant au découplage de la relation entre l'école et l'emploi, afin de légitimer la banalisation du service d'enseignement, page 92. Cette évolution découle d'un nouveau mode de production des savoirs, au sens où l'entend Vaste 2006, c'est-à-dire un mode orienté vers la satisfaction des besoins économiques définis par les firmes. Ce mode possède 4 caractéristiques principales. Un partenariat s'y instaure au sein de la triple hélice États-Université-Industrie, orientant la création vers des connaissances stratégiques à fort potentiel d'application. Les travaux s'organisent dans le cadre de programmes privés-publics, interdisciplinaires et interinstitutionnels, dans un continuum qui va du fondamental au développement. La recherche a pour régulateur le marché et pour théâtre le monde. Elle est portée par des communautés hybrides, technoscientifiques. Page 383. Or dans la théorie de Gibbon et al. 1996, ces caractéristiques semblent découler d'un schéma économique mettant en cause radicalement les normes universitaires, historiquement admises et assurant une certaine autonomie scientifique aux chercheurs, au profit d'une politique dite entrepreneuriale 21. Cependant, si les firmes favorisent et encouragent ce schéma économique, elles ne sont pas tout à fait contre l'intervention de l'État, en particulier dans le financement de la recherche fondamentale, un secteur coûteux et surtout n'ayant pas de rentabilité économique immédiate. C'est aussi un secteur éminemment stratégique 22, à l'instar de la R&D, et qui reste de ce fait concentré dans les principaux pays de la triade 23, USA, Japon et Union européenne. Par exemple en 2003 les États-Unis ont consacré 2,68% du PIB à la R&D, le Japon 3,15% et l'UE 25 pays, 1,8%. L'Observatoire des sciences et techniques, Filiatro 2008, constate 24 qu'en 2005, la part du PIB consacrée par l'UE, 27 pays, s'établit à 1,74%, celle des USA à 2,46%, celle du Japon progresse à 3,21%. En revanche, ce qui est délocalisé, ce sont les secteurs de production et de services qui emploient beaucoup de main-d'œuvre plutôt qualifiée, mais non politisée et non syndiquée afin d'éviter les conflits sociaux. Pour ce faire, les firmes mettent en permanence en compétition les territoires qui les accueillent, en offrant en particulier un très faible coût du travail, un niveau de formation, ou de qualification, plutôt élevé et un climat de travail non conflictuel.
Or, comparé à toutes les réformes structurelles, dont la désindustrialisation qui se poursuit en Algérie par exemple, menée par les pouvoirs publics maghrébins, le volume des flux d'investissements directs étrangers, ID, reste faible relativement aux autres régions. En 2003, le Maghreb, 5 pays, a attiré 0,8% du total des flux d'ID dans le monde et seulement 2,6% des ID entrant dans les pays en développement, NU7 2005 sur 5. Comparativement, le Maghreb fait moins bien que l'Afrique subsaharienne qui a attiré 6,2% du total d'ID dans les pays en développement en 2003, ibidem. Le rapport de l'Observatoire des projets d'investissement en Méditerranée 25, MIPO, 2009, montre un net recul des ID dans tout le Maghreb, 5 pays, 196 projets enregistrés, soit 25% de la région MED avec 8 milliards d'euros contre 15,8 milliards en 2007. Le Maghreb a attiré des projets notamment dans l'énergie, 53 projets représentant 2,7 milliards d'euros, le BTP et le tourisme, 67 projets représentant 2,5 milliards d'euros, et dans la banque assurance, 23 projets représentant 1,2 milliard d'euros. Les coûts des projets annoncés en 2008 sont en très forte baisse, moins 48,7% par rapport à 2007. La part du Maroc a diminué sensiblement avec 95 projets détectés contre 149 en 2007, pour un montant de 1,4 milliard d'euros, alors que la Tunisie enregistre 100 projets avec un montant similaire à celui du Maroc. Le supplément économie d'El Watan, du 4 au 10 2010, relève une baisse de 32,2% des ID en Tunisie en 2009. D'où un montant des ID en Tunisie pour les 11 premiers mois 2009 qui s'élève à 1,063 milliard d'euros, 1,528 milliards de dollars contre 1,616 milliards d'euros, 2,324 milliards de dollars en 2008. Les prévisions pour l'année 2009 sont de 1,627 milliards de dollars, alors que le budget de l'État pour l'année 2010 prévoit 1,293 milliards d'euros, 1,860 milliards de dollars d'ID en Tunisie. En Algérie, le rapport MIPO, OPSIT, indique un recul de 50% des investissements européens en 2008 par rapport à 2007. Ainsi, en 2008, l'Observatoire a recensé 29 projets d'ID européens pesant 907 millions d'euros en montant brut, contre 60 projets pesant 1,8 milliard d'euros en 2007. Les auteurs du rapport ne savent pas si ce recul peut s'expliquer par la crise financière ou par l'incertitude sur les nouvelles conditions légales en matière d'investissement pour les groupes étrangers en Algérie, ibidem page 22. Dans la note de conjoncture Anima MIPO 2010, on relève plus d'ID pour l'Algérie en 2009 par rapport à 2008 et de manière générale le Maghreb semble mieux résister à la crise financière. 17% au lieu de 30% d'ID dans la région méditerranéenne. En outre, l'augmentation des ID en 2009 en Algérie est liée principalement à des projets dans l'énergie, Total et GDF Suez, et dans la finance, obligation d'augmentation des capitaux de banque. Avec une part de 46% en 2008, 45,26% sur la période 2003 à 2009, l'UE constitue la principale source émettrice 26 de projets pour la région du Maghreb devant les pays du Golfe et les autres pays de la région MENA, 29%, les États-Unis et le Canada, 11%. Ces données confirment les relations privilégiées des 3 pays du Maghreb, avec l'UE en général et la France en particulier. Elles montrent aussi que la structure des ID ne permet pas d'évoquer une nouvelle place pour le Maghreb 27 dans l'économie mondiale. Elle tend plutôt à confirmer son mode traditionnel d'insertion dans la NDIT, fourniture de l'énergie à l'Europe, tourisme et services, agriculture tournée vers l'exportation, organisation de la migration de main-d'œuvre et plus récemment, interface militaire 28 contre les immigrés clandestins en route vers l'UE. Naguère les experts de la Banque mondiale 2006 reconnaissaient déjà que malgré la libéralisation entamée, de manière générale, la performance du Maghreb, au cours des 2 dernières décennies a été terne. Les raisons tiennent à l'existence d'un rôle exhaustif du service public, en Algérie et en Tunisie et dans une moindre mesure au Maroc, et de fastidieuses réglementations, qui ne sont pas de nature à améliorer le climat des affaires selon la Banque mondiale. Pour cette institution, la solution est une double intégration 29, c'est-à-dire une intégration régionale, ou la création d'un marché maghrébin, et une intégration,
globale, au marché mondial via le marché européen, mais évoluant selon les règles commerciales définies par l'OMC. Ainsi, la Banque mondiale estime que les pays du Maghreb devraient opter pour un régionalisme ouvert axé sur une intégration plus élargie au reste du monde, y compris l'UE, et une intégration plus approfondie, dans le cadre des réformes des secteurs des services. La poursuite du régionalisme ouvert impliquerait que les cadres réglementaires des pays du Maghreb se conforment aux pratiques internationales performantes. À titre d'exemple, ce processus d'intégration plus approfondie au marché n'exige pas nécessairement l'adoption intégrale de l'acquis communautaire de l'UE, mais il implique une élimination ciblée des barrières tarifaires et non tarifaires pour faciliter le commerce des biens et services et l'adoption de réformes intérieures pour améliorer le climat de l'investissement et le coût-efficacité des secteurs des services dorsaux. L'idée est que les engagements multilatéraux soient complétés par l'intégration régionale dans des secteurs dans lesquels le cadre du GATT s'est mal développé, ou bien là où des négociations multilatérales progressent lentement. Une stratégie axée sur la réforme des secteurs des services, tout en poursuivant une intégration plus élargie avec l'UE, offre le plus grand potentiel économique. La proximité géographique et culturelle au marché de l'UE est une source importante d'avantages comparatifs pour les pays du Maghreb. Ibidem, page 126. Conformément aux accords de partenariat avec l'UE, l'OMC 30 et les bailleurs de fonds internationaux, les pays maghrébins poursuivent donc la libéralisation de tous les secteurs, y compris le secteur éducatif, alors même que les résultats 31 économiques et sociaux ne sont toujours pas à la hauteur des attentes des sociétés. Désindustrialisation, taux de chômage élevé, paupérisation accrue des couches populaires, mauvaise couverture sanitaire et sociale, etc. Dans ce mouvement de libéralisation, les réformes éducatives introduites 32 dès 2000 dans le supérieur l'ont été sous plusieurs formes complémentaires. Une tendance à l'uniformisation des normes de certification de compétences, une introduction de règles du New Management Public, NMP, une diversification de l'offre de formation par la libéralisation du marché 33, ouverture de structures privées d'enseignement supérieur, un encouragement des entreprises privées pour la fourniture de services au secteur éducatif, un renforcement du secteur sélectif d'enseignement supérieur et le lancement, tout au moins administrativement, de programmes d'assurance qualité. B. L'intégration politique et culturelle, une perte d'autonomie. Soutenue par l'UE en général et des pays francophones, France, Belgique, Suisse en particulier, l'élargissement du processus de Bologne au Maghreb a été présenté comme un processus beaucoup plus technique et ou managérial que politique. Architecture des formations et niveaux de sortie, parcours de formation, crédit ECTS, système modulaire, gouvernance, etc. Ce qui s'apparente à un véritable changement sans réforme, Vinocure 2002b, c'est-à-dire un changement sans débat politique, une distribution des niveaux de décision vers le supranational et l'infranational, local, et enfin une application des principes de la bonne gouvernance. Ces derniers principes, relevant du NMP, ne sont sans doute pas tous mis encore en application au Maghreb, confère. Chapitres 3, 4 et 5. Mais la technicisation à la fois des méthodes d'introduction et des contenus introduits a déjà permis de réduire, au moins pour un temps, la résistance 34 à la globalisation de l'enseignement supérieur aussi bien en Europe qu'au Maghreb. En outre, s'agissant de politique culturelle, le processus de Bologne 1999 avait entre autres but de donner une dimension culturelle et universitaire à une UE économique. L'ambition explicite était de fonder un modèle éducatif suffisamment compétitif pour qu'il exerce dans le monde entier un attrait à la hauteur de ses extraordinaires traditions culturelles et scientifiques. Déclaration de Bologne, 1999-35. Cependant, depuis 2000, la stratégie économique de Lisbonne 36, influencée depuis plusieurs années par la politique patronale de la Table ronde des industriels, IRT 2000 et 2004, a repris officiellement ce processus pour en faire un moyen permettant à l'Europe de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale, CCE 2000, page 5. Dans la stratégie de Lisbonne,
L'UE projette toujours de porter théoriquement en 2010 son investissement financier à 3% de son PIB dans la R&D, CCE 2000. Ce qui engendre, d'après le Comité national d'évaluation de la recherche, CNER 2003, un besoin en 500 000 nouveaux cadres. Lors de la rencontre L'Europe de la connaissance 2020, organisée par l'UE en 2004, cet objectif a été revu à la hausse, autrement dit, les universités devront former 600 000 chercheurs supplémentaires en Europe pour atteindre le ratio de 8 chercheurs pour 1000 habitants, objectif congruent avec celui des 3% du PIB, CCE 2004 et NAVAT 2004, 37. Plus récemment, en 2009, la conférence des ministres européens chargés de l'enseignement supérieur 38 a insisté en préambule sur ce même objectif. Au cours de la décennie 2010 à 2020, il est essentiel que l'enseignement supérieur européen apporte son concours à la réalisation d'une Europe de la connaissance qui soit éminemment créative et innovante. Face au défi du vieillissement de sa population, l'Europe ne peut mener à bien ce projet que si elle optimise les talents et les capacités de tous ses citoyens, et s'engage pleinement dans l'éducation et la formation tout au long de la vie tout en élargissant l'accès à l'enseignement supérieur. De ce point de vue, la conférence recommande d'encourager entre autres la mobilité internationale et un recrutement également international ouvert notamment dans les systèmes d'enseignement supérieur. Se basant sur des sources onusiennes, Houdinet 2006 estime qu'à court terme, les flux nets de migrants devraient atteindre 1,5. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.